Je vous remercie de votre présence, Monsieur Vogetta. Désolé pour ce petit problème technique au début. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et ensuite, on abordera le sujet de pourquoi votre venue aujourd'hui et surtout de la problématique à laquelle vous avez été confronté il y a quelques semaines. Oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi, je suis donc Stéphane Vogetta. Je suis un Français de l'étranger. J'ai quitté la France à 23 ans, 22 ans, 23 ans, pour m'installer d'abord à Londres, puis en Espagne depuis une vingtaine d'années. Il y a 4 ans, approximativement, je suis devenu député, d'abord en remplaçant en tant que suppléant ma titulaire, qui était devenue, elle, sénatrice des Français de l'étranger. Et puis ensuite, en gagnant les élections législatives en 2022, face à Manuel Valls, certains s'en souviendront peut-être. Et puis en juin 2024, à l'occasion des élections législatives anticipées qui ont suivi la dissolution annoncée par le président de la République le soir des élections européennes. Voilà, donc j'étais député depuis 4 ans avec un travail en particulier sur les aspects du numérique, la régulation des réseaux sociaux et des dérives des influenceurs notamment, mais aussi un travail de fond sur la transparence des comptes de l'État et notamment du rôle des retraites dans le déficit et dans la croissance de la dette française. Alors, j'ai fait quelques recherches sur vous avant votre venue par rapport du moins à votre début de votre carrière, de votre parcours politique. Et c'est vrai que je l'ai découvert d'ailleurs. Vous avez commencé votre parcours politique en 2016 en soutenant Alain Juppé pendant la primaire de la droite pour les élections présidentielles. C'est peut-être pas un de vos meilleurs souvenirs, je ne sais pas, mais j'ai découvert ça, ce qui m'avait assez surpris. Non, bah, effectivement, moi, j'ai jamais eu la vocation de faire de la politique. En revanche, on est venu me chercher en 2016 pour me demander de monter un comité de soutien pour Alain Juppé en Espagne, parce que j'étais un peu connu dans la communauté française, et puis je pense qu'ils n'avaient pas grand monde sous la main pour soutenir Alain Juppé. C'était dans le cadre des primaires de la droite et du centre, qui allaient avoir Oui. lieu en novembre pour désigner le candidat de la droite et du centre au présidentiel. Bon, alors, ce n'a pas été un bon souvenir parce que Juppé a perdu face à Fillon alors qu'il n'était pas censé perdre et que derrière, Fillon s'est planté aux élections présidentielles dans le contexte que l'on sait. Mais bon, c'était quand même assez intéressant. Et puis du coup, les gens ont commencé à m'identifier politiquement, alors que je n'étais pas du tout engagé politiquement avant. Mais du coup, les gens ont commencé à me dire, tiens, que j'étais dans le paysage. Et c'est pour ça que la candidate de Macron en 2017, la candidate sélectionnée par Macron pour les législatives, est venue me proposer d'être son suppléant. Oui, donc d'une manière ou d'une autre, c'est plutôt... Samantha Cazbonne, qui avait été élue en 2017 puis en 2018 parce qu'il y a eu une nouvelle élection qui avait dû avoir lieu, une législative partielle, et que vous avez remplacée en 2021 parce qu'elle est devenue sénatrice. Voilà. Exactement. Et du coup, autre passage important quand même de votre parcours politique aussi pour que tout le monde voit à peu près, vous identifie. En 2022, donc vous étiez député sortant. Parce que vous aviez remplacé Madame Cazbonne et vous n'avez pas été réinvesti par la Macronie qui vous avait préféré à l'époque un certain premier ministre qui est aujourd'hui ministre d'État, Manuel Valls, qui d'ailleurs du coup a vu à l'époque votre exclusion du mouvement. Enfin vous, ça vous a pas empêché d'accéder au deuxième tour à l'opposé de lui et de gagner cette élection et ceux qui vous a vu réélu par ailleurs. Et donc, voilà. Pour revenir sur votre parcours après, donc vous avez dit vous-même, vous avez travaillé beaucoup sur les influenceurs avec la loi Delaporte-Vogetta d'ailleurs, avec le député socialiste Arthur Delaporte. Et donc là, vous avez été réélu en 2024, toujours dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Mais comme on va le voir là maintenant, votre élection s'est vue annulé par le Conseil constitutionnel qui a vu vos comptes de campagne invalidés et donc vous a déclaré inéligible pour une durée d'1 an. Le motif étant que vous auriez réglé irrégulièrement une part substantielle des dépenses engagées durant votre campagne, notamment des frais de transport. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment vous avez perçu cette décision du Conseil ? Est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez ? Alors, moi, alors, déjà, il faut se remettre dans le contexte de la dernière élection législative. C'était le dimanche soir, 9 juin à 21h, Emmanuel Macron prend la parole et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et dit il y aura donc une élection législative anticipée qui doit se dérouler avant l'été. Et donc, le premier tour aura lieu le dimanche 30 juin. Donc, c'était moins de 3 semaines plus tard.
Donc, ça a obligé tout le monde à tout de suite, tous ceux qui étaient, qui se posaient les questions, est-ce que j'y vais pas, prendre la décision rapidement d'y aller ou pas en tant que candidat, et deuxièmement, s'organiser très rapidement. Et effectivement, la loi électorale impose que quand on est candidat à une élection, notamment législative, mais pas que, les règles de transparence financière imposent que toutes les dépenses et toutes les recettes doivent passer par un compte de campagne. Un compte de campagne, c'est un compte ouvert spécifiquement après l'annonce de la convocation des élections auprès d'un établissement de crédit ou un établissement postal en France. D'accord ? Donc, moi, à ce moment-là, et moi, j'ai déjà fait plusieurs campagnes, vous l'avez dit, on a fait la campagne de 2017, puis celle de 2018 avec Samantha Cazebonne, puisque l'élection a été annulée, ensuite celle de 2022. Donc, c'était ma 4e campagne législative. Donc, les règles, je les connais, et mon intention, c'est de les respecter. Mais je savais très bien que sur un temps aussi court, le risque qu'on courait, c'est que le compte ne soit pas ouvert suffisamment tôt et que du coup, je sois obligé de prendre en charge certaines de mes dépenses directement, sans passer par le compte. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, ce que j'ai eu, ce n'est pas un problème de financement, puisque à chaque fois, je fais la même chose. Mes campagnes électorales, je les finance moi-même, surtout que je suis un candidat indépendant, que ce soit en 2022, quand j'ai été exclu de Renaissance, ou en 2024. J'y suis allé sans le soutien d'aucun parti. Et donc, je vais demander de l'aide financière à personne. Donc, je dis, bon, je crois que je vais dépenser 10 000 euros sur cette campagne. Donc, ce qu'on fait d'habitude, c'est que moi, Stéphane Vogetta, candidat, je prête 10 000 euros moi, Stéphane Vogetta, particulier, je prête 10 000 euros à Stéphane Vogetta, candidat, en faisant un virement sur son compte de campagne. Et ensuite, le candidat, une fois que l'argent est sur son compte de campagne, il prend la carte de crédit du compte de campagne et il peut dépenser, par exemple, pour payer des affiches, pour payer un avion. Pour moi, par exemple, ma circonscription, c'est l'Espagne et le Portugal. Donc, un avion pour aller à Lisbonne ou un avion pour aller à Barcelone, etc., etc. Donc, voilà, normalement, ça se passe comme ça. Sauf que, en général, les banques à qui on demande d'ouvrir des comptes, ça peut prendre un peu de temps. En général, ça prend quelques jours, voire même une semaine. Donc, il arrive qu'on doive commencer à dépenser de l'argent sans que le compte de campagne soit déjà ouvert. Donc là-dessus, d'habitude, il y a une tolérance, d'accord, du Conseil constitutionnel et de la commission des comptes de campagne. Donc, moi, je savais que notre objectif numéro 1 à l'époque, c'était d'ouvrir le compte de campagne le plus rapidement possible. C'est pour ça que je me suis adressé directement à ma seule banque en France, qui était la Banque Postale, qui était la banque que j'utilisais en tant que député, puisque moi, je suis rentré en France en 2021 pour devenir député. Je n'avais pas de compte en France. Ça faisait 30 ans que je vivais à l'étranger. Donc, j'ai ouvert un compte auprès de la Banque Postale. En 2022, c'est auprès de la Banque Postale que j'ai ouvert mon compte de campagne. Et donc, logiquement, en 2024, le lundi matin, le lendemain de la dissolution, je dis à mon futur responsable financier, mandataire financier, d'ouvrir à nouveau un compte chez la Banque Postale. Et il me dit, oui, pas de problème. Ils ouvrent la plateforme demain. On fait la demande et on devrait avoir le compte d'ici la fin de la semaine. Bon. Donc, voilà, ça, c'est la règle. Alors, du coup, mais je me rappelle, moi, le lundi matin, donc le lendemain de l'annonce de Macron, je regarde, je fais mon plan de campagne et je me dis, bon, il faut que je sois à Lisbonne lundi et mardi de la semaine suivante. Je regarde les réservations, les disponibilités, et je vois qu'il n'y a plus que 2 places sur le Madrid-Lisbonne. Moi, j'habite à Madrid. Plus que 2 places sur le Madrid-Lisbonne, sur tous les Madrid-Lisbonne du lundi suivant, il n'y a plus que 2 places. Donc, il faut que je me décide maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je vais forcément devoir acheter ce billet maintenant ou je ne pourrais pas aller à Lisbonne. Donc, ça fout ma campagne en l'air sur le Portugal, alors qu'il y avait un gros événement auquel je vais assister. Donc, ce que je fais, je prends ma carte de crédit personnelle et je me dis, bon, il y a une tolérance du Conseil constitutionnel et de la Commission. Je prends cet avion, je dépense 200 euros, je prends l'avion, l'aller-retour et je le paye maintenant avec mes moyens. Mais ensuite, je régulariserai ça en le faisant passer sur le compte de campagne. Donc, voilà. Et donc, ça, chaque jour qui avance dans cette campagne de 3 semaines avant le premier tour, à chaque jour, à chaque fois, il y a la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends en charge ce coût-là, cette dépense directement, ou est-ce que j'attends le compte de campagne? Mais parfois, on ne peut pas attendre. On ne peut pas demander à Iberia ou à un hôtel à Lisbonne de nous envoyer une facture et leur dire qu'on les payera dans un mois. Donc, chaque jour, on pense, bon, demain, on aura un compte de campagne, donc je vais prendre une dernière dépense à mon compte. Avec mon argent, c'est le même argent, c'est mon argent. Mais je sais que je devrais l'expliquer tôt ou tard à la commission des comptes de campagne, mais je me dis, bon, ils comprendront qu'on est dans la précipitation et qu'il y a une tolérance. Sauf que d'habitude, on le fait en se disant, bon, ce retard, ça va durer une semaine, il y aura une semaine au pire, 10 jours de retard. Sauf que là,
on arrivait le soir du premier tour, on n'avait toujours pas de compte de campagne. Le soir du deuxième tour, on n'avait toujours pas de compte de campagne. Et on a eu l'annonce officielle de la validation de l'ouverture du compte de campagne une semaine après le soir du deuxième tour. Moi, j'étais déjà retourné à Paris en tant que député quand la Banque postale m'a enfin dit c'est bon, on va vous ouvrir un compte de campagne. Et ils ont attardé jusqu'au 1er août pour m'envoyer les coordonnées. Donc voilà, donc du coup, toutes les dépenses que je pensais avancer en disant c'est pas grave, je mettrai d'autres dépenses dans le compte de campagne et du coup le pourcentage sera raisonnable, finalement ça n'a pas été possible. Voilà. Donc on a expliqué ça à la Commission nationale des comptes de campagne. Avec notre expert comptable qui est spécialiste de ces sujets, il nous disait bon, il ne devrait pas y avoir de problème, à l'évidence, ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait preuve de bonne foi, vous avez démontré, vous avez une trentaine d'allers-retours absurdes d'échanges, mails, téléphoniques avec la banque postale. À l'évidence, c'est pas vous qui avez voulu frauder, c'est quelqu'un qui vous a empêché de respecter la loi au pied de la lettre. Donc moi, je savais qu'il faudrait que j'explique pourquoi ça s'était fait comme ça, pourquoi j'avais dû prendre des dépenses en charge. Mais je pensais que effectivement mes explications seraient entendues et seraient acceptées. Or, aussi bien la Commission nationale des comptes de campagne a dit non, désolé, vous n'avez pas respecté les règles. Donc, on rejette votre compte de campagne et en plus, on propose au Conseil constitutionnel de statuer sur le fait que vous soyez ou pas inéligible si la faute est considérée particulièrement grave. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis tombé sur des fonctionnaires pointilleux à la Commission des comptes de campagne, mais le Conseil constitutionnel, c'est des sages. Par définition, ils vont regarder le truc, ils vont se dire, bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Pour être condamné à quelque chose, il faut qu'il y ait une intentionnalité de ne pas respecter la loi. Et en plus, clairement, là, c'est la responsabilité de ne pas avoir respecté la loi, c'est d'un tiers. Donc, j'étais persuadé, mon avocat avec qui on a travaillé, on a préparé la réponse, était persuadé que le Conseil constitutionnel allait, dans le pire des cas, nous dire, bon, allez, comme vous n'avez pas respecté les règles, on ne vous rembourse pas les frais de campagne. Donc, je serais resté de ma poche. Les 10 000 euros, je les aurais effectivement perdus. Tant pis. Mais mon avocat était persuadé qu'on s'en sortirait sans peine d'inéligibilité. Mais le Conseil constitutionnel a décidé, d'une manière très surprenante, que je devais être inéligible car l'infraction a été considérée particulièrement grave. Et donc voilà. Et donc le 11 juillet, il a été annoncé que non pas que l'élection était annulée, mais que j'ai été déclaré inéligible et que j'étais déclaré aussi démissionnaire d'office de mon mandat actuel. Et donc, je perdais ce mandat de député. Oui, parce qu'en fait, au final, 100% des dépenses de campagne étaient sur votre compte personnel et pas sur un compte de campagne vu qu'il était fermé au final. Pas 100%, puisqu'il y a des campagnes, il y a des comptes, il y a des dépenses que j'ai réussi à repousser, par exemple les fournisseurs de fiches, etc., le paiement de certains des gens qui ont travaillé avec moi pendant la campagne. Mais par contre, toutes les dépenses que j'ai dû prendre en charge avant le deuxième tour, les avions, les hôtels, le fournisseur de mailing, puisque nous, à l'étranger, Oui. on travaille beaucoup avec les etc. Tout ça, j'ai été obligé de le prendre en compte directement avec ma carte de crédit à moi, plutôt qu'avec la carte de crédit du compte de campagne qui n'était pas ouvert. D'accord. Et bon, faut rappeler aussi que votre situation n'a pour le coup rien à voir avec la situation des deux autres personnes qui ont été également touchées. Je rappelle qu'il y a Jean Lossuc, député EPR de la deuxième circonscription de Paris, ainsi que Brigitte Barège, députée UDR de la première circonscription de Tarn-et-Garonne, qui ont aussi été touchés par le fait d'être démissionnaires d'office par le Conseil constitutionnel pour des comptes de campagne rejetés, mais pas sur les mêmes fondements et les mêmes motifs. C'est important de rappeler, ce sont trois situations différentes, même si pour le coup, M. Lossuc s'est beaucoup moins exprimé sur le sujet par rapport à Mme Barège. Et d'ailleurs, j'aurais une question à vous poser d'ailleurs par rapport à quelque chose qu'elle a dit vis-à-vis de vous, Mme Barège. J'imagine que vous l'avez vu passer quand elle se plaignait de ce qui l'a touché. Mais du coup, pour revenir à ça, questionne Cristalgre dans le chat, beaucoup notent le manque d'indulgence ou de prise en considération des éléments portés à connaissance concernant votre cas. Est-ce trop caricatural de penser qu'on vous fait payer de manière indirecte votre distance et votre liberté de parole avec le camp présidentiel? Moi, je veux penser que non. J'imagine que vous avez beaucoup dû vous poser cette question quand même. Oui, bien sûr, forcément, puisque pour revenir sur le jugement auquel le Conseil constitutionnel applique la loi, donc il a effectivement, s'ils veulent rejeter mes comptes de campagne et me dire on ne vous rembourse pas avec de l'argent public ces 10 000 euros que vous avez engagés, je dis bon, c'est sévère, mais ils appliquent la loi, d'accord? Par contre, dans le jugement du Conseil constitutionnel, il y a un moment où ils disent il faut également juger
une éventuelle peine d'inéligibilité, une peine supplémentaire d'inéligibilité. Et là, ils disent, et en fait, on a trouvé que la situation, et notamment le manque d'effort du mandataire financier, donc de mon mandataire financier, pour ouvrir un deuxième compte, un compte auprès d'une autre banque, on a trouvé que ce manque d'effort, en fait, justifiait de l'imposition d'une peine supplémentaire et d'une infraction grave. Et donc, du coup, on décide de passer à une peine d'inéligibilité. Et là, c'est là que c'est grave, en fait, la situation. C'est là que c'est grave parce que le code électoral est très clair. Le code électoral dit, et d'ailleurs, nous, on s'est posé la question après 2 semaines, quand on arrive dans la 3e semaine de campagne, on est à quelques jours du premier tour, avec notre expert comptable, on se dit, on va dans le mur, là. On va dans le mur, puisque le compte est toujours pas ouvert. La Banque Postale nous envoie des réponses absurdes en nous disant, il faut déposer votre document quand on l'a déjà déposé 3 fois, de 2 manières différentes. Et là, je dis à mon expert comptable, qui est un expert des comptes de campagne, hein, je dis, il faut qu'on ouvre un autre compte. Allons voir une autre banque. Et là, ils me disent, non, vous ne pouvez pas, monsieur le député, parce que la loi dit que si vous voulez demander un autre compte de campagne, il faut d'abord que la première banque vous oppose un refus par écrit. Et vous disent par écrit, non, nous vous refusons l'ouverture d'un compte de campagne. Et dans ce cas-là, j'aurai le droit d'aller à la Banque de France et d'enclencher une procédure. Et la Banque de France désigne une banque qui sera obligée de m'ouvrir un compte de campagne. Ça, c'est le code électoral. Et si vous allez sur la page web de la Banque de France, la procédure Banque de France en campagne électorale, et ils vous disent, oui, effectivement, si vous adressez à nous, nous vous obligerons une banque à vous ouvrir un compte, mais pour cela, il faudra que vous produisiez un certificat écrit signé par la première banque qui dit explicitement vous refusez un compte de campagne. Or, moi, on a 30 interactions avec la Banque Postale par écrit. Dans aucune de ces interactions, la Banque Postale me dit on refuse de vous ouvrir un compte. Il nous dit simplement oui, on va vous ouvrir un compte demain, vous inquiétez pas, ça y est, on débloque. Sauf que ça s'est jamais fait. Donc, ce que je trouve inacceptable, c'est que le Conseil constitutionnel base sa peine d'inéligibilité sur l'argument que je n'ai pas fait quelque chose, alors que si je l'avais fait, ça aurait été illégal. Oui. D'après le code électoral. Et là, du coup, je me dis, bon, ok, ils sont plantés, c'est vraiment, mais c'est une erreur qu'un étudiant de droit de 2e année, avec le code électoral et le jugement du Conseil constitutionnel, dit, ben non, ils se sont plantés. Ils ont fait une erreur, ça y est, une erreur d'appréciation de la loi. Et c'est factuel. Mais le Conseil constitutionnel, c'est quand même 9 sages qui connaissent le droit, soutenus dans leurs travaux par des rapporteurs qui sont des membres du Conseil d'État, qui sont des experts juridiques. Et là, effectivement, je me dis, bon, l'erreur est humaine, mais là, je suis face à un appareil qui est quand même censé être l'élite juridique de la nation, et les mecs ne sont pas capables, enfin, les mecs publient un jugement qui est à l'évidence erroné juridiquement. Et même moi qui ne suis pas avocat, c'est évident. Et je me dis, oh, putain, ok. Dans un cas normal, si vous êtes à l'évidence face à un déni de votre droit, face à un jugement que vous estimez fallacieux ou erroné, une erreur dans l'application du droit, vous faites appel. Le problème, c'est que là, je ne peux pas faire appel. Un jugement du Conseil constitutionnel, une décision, c'est sans appel. Et là, effectivement, je me dis, putain, c'est quand même pas de chance. On est quand même beaucoup de députés et beaucoup de candidats à avoir des comptes de campagne qui ont été ouverts tard, voire très tard. Ok ? On n'est pas beaucoup déjà à avoir été rejetés, avoir vu nos comptes rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne. Mais en plus, me voir déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel sur la base d'une application erronée du code électoral, je me dis, ça fait quand même beaucoup. Et effectivement, et il y a beaucoup d'observateurs qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, pourquoi ça vous tombe dessus, cette série d'erreurs ou d'appréciations qui n'ont pas l'air très logiques ? Et moi-même, je me pose la question. Et j'ai tendance à dire non, moi, je participe, je joue le jeu de la démocratie, de l'état de droit en France. Je crois en la justice. Donc, je pense que ces gens ont fait une erreur. Bon, c'est quand même des gens qui sont très bien payés, qui sont soutenus par d'autres gens qui sont très bien payés, qui sont tous des experts, et ils ne sont pas censés faire des erreurs. Mais toujours est-il que cette erreur, c'est moi qui la paye. Et j'ai énormément d'observateurs, et notamment d'électeurs, qui me disent, bah ouais, vous vous êtes fait shooter, en fait.
en fait, le système a profité du fait qu'ils avaient sous la main ce bouton pour dire, bah non, on va en profiter, allez, on va forcer un peu la machine et on va le virer. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'appel. Ce qui est bien, c'est que on le vire le 11 juillet, mais le 15 juillet, tout le monde parlera de Bérou et après c'est les vacances, tout le monde aura oublié. Donc, effectivement, j'ai quand même beaucoup de gens qui me disent ça et j'écoute et je me dis, oui, ben, je ne suis pas complotiste, mais j'ai du mal à totalement écarter cette hypothèse. D'accord, oui. J'ai du mal à... Alors, la question, c'est pourquoi si jamais, effectivement, on devait aller dans cette hypothèse-là, pourquoi après, j'ai plein de gens qui me disent, bah, c'est parce que vous n'avez pas été gentil avec Manuel Valls, ou c'est parce que vous n'avez pas été gentil avec la Cour des comptes, ou c'est parce que vous avez une grande gueule, ou c'est parce que vous n'avez jamais repris votre carte chez je ne sais pas qui. Bref, moi, je crois en l'état de droit, donc je pense que c'est une décision de droit, simplement une mauvaise décision, une décision errare humanum est, l'erreur est humaine. Mais c'est vrai que je comprends que certaines personnes puissent se poser l'autre question. C'est vrai que j'avais vu des personnes se poser des questions et se dire bon, mais au moins maintenant, s'il y a une dissolution, Valls pourra gagner la Circo. Bon, c'est quelque chose que j'avais vu passer au passage, pas mal de réactions. Voilà. Oui. En l'occurrence, moi, Valls, à l'époque, je l'avais battu parce qu'il était très clair qu'il se présentait à cette élection législative, non pas pour devenir député, mais pour redevenir ministre. Donc aujourd'hui, il est ministre. Il ne va pas s'amuser à prendre le risque de perdre son ministère pour le bonheur simple de revenir se présenter dans cette circonscription. Donc, c'est pas, Valls n'a aucun intérêt à se présenter. Et pour le coup, dans toutes les théories de la conspiration, celle de Valls, c'est celle à laquelle je crois le moins. Parce qu'il a, je dis pas qu'il n'a pas ouvert une bouteille de champagne quand il a appris la décision, d'accord? Mais à mon encontre. Mais il n'a rien à voir avec cette décision. Et d'ailleurs, j'ai des questions qui sont posées dans le chat qui me demandent est-ce que dans les divers retours que vous aviez avec la banque postale, il vous indiquait qu'il manquait des documents peut-être, que c'était de votre côté qu'il y avait une problématique qui faisait que ça avançait pas, ou pas du tout d'informations en ce sens et que c'était vraiment de leur côté que ça prenait du temps? Parce que vous avez dit que vous avez eu 30 correspondances avec eux, donc... C'est pas compliqué, vous savez, c'est écrit tout ça. Il y a des traces écrites de tous ces courriers et vous verrez, quoi. On va publier ça au moment, le moment venu, le moment où je lancerai la procédure judiciaire contre la Banque Postale et vous verrez clairement, il y avait un problème chez eux. Ils avaient un problème informatique, ils n'arrivaient pas à prendre en compte des documents qu'on avait déjà envoyés plusieurs fois de plusieurs manières différentes. Leur système informatique continuait à réinitialiser le processus, la procédure d'ouverture de compte. Ils nous envoyaient des messages contradictoires. Par exemple, à 15h15, le 25 juillet, ils nous disent « Il vous manque encore ceci et cela pour finaliser l'ouverture de compte », sachant que ceci et cela, on leur avait envoyé 10 jours plus tôt. Et 10 minutes plus tard, ils vous écrivent, ils m'écrivent pour dire le solde sur votre compte n'est pas suffisant pour payer la commission d'ouverture de compte. Sachant qu'on n'avait pas de compte, on ne pouvait pas avoir de solde sur le compte puisque le compte n'était pas ouvert. Enfin, ça a été un mois en fait de conversations kafkaïennes avec la Banque Postale qui n'était jamais capable d'apporter des solutions, qui nous disait toujours oui, ça y est, cette fois-ci, on va réussir à débloquer la situation. Mais et nous, on y croyait. Chaque jour, on se disait c'est bon, demain, on aura un compte. Et en fait, non, demain, on était toujours déçus. À chaque fois, ça repartait pour un autre tour de dialogue kafkaïen. Donc, mais tout ça, il y a des preuves écrites et ça sera, quand ça sera publié intégralement, je pense que certains vont beaucoup s'amuser. Et d'ailleurs, la question de Declan dans le chat, vous aviez annoncé donc du coup vouloir déposer plainte contre la Banque Postale, donc vous l'avez toujours pas fait. Quand avez-vous prévu de le faire, si on peut le savoir peut-être, je sais pas. Bien sûr. Ben moi, de toute façon, c'est une procédure. Ça sera une plainte au titre de la responsabilité civile de la Banque Postale, puisque de par leur faute, et c'est une faute clairement qu'ils ont commise, 5 semaines pour ouvrir un compte, 7 semaines pour me donner les coordonnées de ce compte et me permettre de commencer à l'utiliser, c'est une faute, alors qu'ils savaient très bien qu'on était dans une situation d'urgence. Donc, je vais leur demander en fait des dommages et intérêts au titre des préjudices que j'ai subis, qui sont de trois ordres. Préjudice direct, à savoir le non-remboursement de mes comptes de campagne, plus mes frais d'avocat face au Conseil constitutionnel. Ensuite, le manque à gagner. Ils m'ont fait perdre un mandat où il me restait quand même 4 ans de mandat, donc je perds 4 ans de indemnité parlementaire, et ça fera partie de ce que je vais leur réclamer, et ça fait beaucoup d'argent. Et ensuite, il y a aussi mon équipe, puisque
dans les cas précédents, il y a eu des jugements qui embarquaient aussi le manque à gagner pour l'équipe de collaborateurs, puisque toute mon équipe de collaborateurs a été virée en même temps que moi, sans indemnité et sans droit au chômage. Donc, plus un préjudice moral, puisque j'ai quand même vu ma carrière, entre guillemets, interrompue, et que mes adversaires politiques communiquent sur le fait que je suis malhonnête, que je suis un fraudeur. Ils envoient des mails à toute ma circonscription, à tous mes électeurs, en disant que j'ai été condamné pour malversation. Donc, effectivement, tout ça, ça justifie amplement le fait que je dépose une plainte et que j'entame une procédure. Simplement, j'ai donné quelques semaines à la Banque Postale pour leur donner la possibilité de revenir vers moi et de me proposer une réparation. S'ils ne le font pas, et dans des termes qui ne sont pas satisfaisants, on ira au tribunal et je déposerai plainte à la rentrée en septembre. Ce qui sera en même temps, ce qui sera aussi en pleine campagne électorale, où j'imagine que mes adversaires et les adversaires de ma suppléante qui va se présenter utiliseront ces arguments-là pour nous disqualifier. Eh bien, ça sera l'occasion de démontrer à tout le monde, avec toutes les preuves, que la faute incombe à la Banque Postale et à personne d'autre. D'accord. Et d'ailleurs, vous avez parlé de vos collaborateurs. Question de nomades dans le chat. J'ai vu lors d'une autre de vos interviews que vous souleviez le souci que vos collaborateurs à l'étranger subissent suite à la direction. Pardon. Vous soulevez le souci que vos collaborateurs à l'étranger subissent suite à la décision de justice. Pensez-vous qu'un statut pour les collaborateurs des députés de l'étranger peut être mis en place ou modifié pour éviter qu'il y ait une forme d'inégalité de traitement entre collaborateurs parlementaires et qu'un statut ou régime particulier leur soit octroyé? Donc voilà, vous parliez de certains qui n'étaient pas sous contrat de CDI parce que c'était à l'étranger. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer qu'est-ce qui les impacte? Oui, bien sûr. Moi, quand je suis devenu député, j'ai dit tout de suite, moi, je vais avoir la plupart de mes collaborateurs seront en circonscription. Et en fait, j'ai une équipe de 5 personnes, une à Paris et 2 à Madrid, une à Lisbonne et une à Barcelone. D'accord? Donc, 4 sur 5 sont à l'étranger. À ce moment-là, l'Assemblée nationale m'a dit, écoutez, pour Paris, c'est classique, c'est contrat collaborateur, c'est un CDI, presque de droit commun. Par contre, pour les collaborateurs à l'étranger, désolé, il n'y a pas de cadre juridique. Vous devez passer par un contrat de prestataire. Eux doivent avoir un statut de travailleur indépendant à l'étranger, d'autonome. Et ensuite, chaque mois, vous les embauchez, vous leur payez sur facture et vous leur remboursez leurs frais éventuellement. Et ça s'arrête là. Sauf que dans les pays où moi j'ai mes collaborateurs, l'Espagne et le Portugal, le statut d'autonome, ça veut dire pas d'indemnité de licenciement, puisque c'est du CDD non renouvelable, et pas de droit au chômage derrière en cas de fin involontaire du contrat. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle l'Assemblée nationale a mis mes collaborateurs. Et en interrompant mon mandat de cette manière-là, du coup, ils se sont tous retrouvés du jour au lendemain sans emploi, sans ressources, sans indemnité, ce que je trouve particulièrement injuste pour eux, surtout que j'en ai une notamment qui venait d'avoir un enfant 15 jours plus tôt et à qui j'avais dit, même si ce n'est pas mon obligation, je te garantis que pendant ton congé de maternité, que tu n'as pas, mais que je t'invite à le prendre, pendant les semaines que tu prendras de congé maternité, je m'engage à continuer à te payer comme si tu travaillais. D'accord? Mais tu n'auras pas besoin de travailler. Tu seras en congé. Mais puisque tu ne seras pas payé par la sécurité sociale espagnole, moi, je te paye. Je te paye ton congé maternité. Donc voilà. Et malheureusement, je ne peux plus, puisque je n'ai plus de. Je ne peux plus rémunérer. Donc tout ça, effectivement, ça a fait que j'ai dû finalement négocier négocier assez dur avec les services financiers de l'Assemblée nationale pour avoir le droit de prendre sur une enveloppe parallèle budgétaire des députés pour leur payer quand même un mois supplémentaire, un mois qui serait un mois de préavis, on va dire. D'accord. Parce que mon collaborateur à Paris, lui, avait une indemnité de licenciement, un mois de préavis et derrière le droit au chômage. Oui, bien sûr, oui. Du coup, lui, il a. En fait, de tous vos collaborateurs, le seul qui a été indemnisé pleinement, c'est celui qui était à Paris. Oui, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, ça fait réagir dans le chat, et il y a Stéphane qui pose la question, ne trouvez-vous pas que les réactions de certains députés ont été assez puériles, ne cherchant pas à comprendre la décision du Conseil constitutionnel juste pour vous narguer, c'est ce que vous disiez un petit peu avant. Comment vous avez perçu toutes ces attaques Bon, moi, ça venait de députés insoumis avec qui, tout le monde sait, j'ai pas de grandes amitiés avec des députés insoumis. Moi, je bosse très bien avec des députés socialistes, certains députés écolos. Par contre, avec les insoumis, c'est très compliqué. On a une relation compliquée. Je les aime pas, ils m'aiment pas, donc c'est réciproque, c'est très bien. Donc, j'ai aucun problème à ce qu'ils soient contents de me voir partir pour une raison ou pour une autre. Même si, je trouve un peu
un peu ironique de les voir se réjouir que je parte parce que ma banque n'a pas ouvert un compte de campagne et qu'eux disent ouais bien, t'as pas respecté la loi, tu t'en vas, alors que de leur côté, dans leur rang siègent des personnes qui achètent de la drogue à des mineurs, qui frappent leurs femmes, etc., etc. Bon, ça après, c'est pas les mêmes textes, c'est pas les mêmes lois, c'est le code électoral versus le droit civil, le code pénal, etc., etc. Par contre, alors qu'ils se moquent de moi très bien, qu'ils soient narquois très bien. Par contre, qui se moquent de mes collaborateurs en leur disant qu'ils m'aident bien à remplir mes cartons et qu'on descende par l'escalier, bah là, je dis, ça démontre bien l'hypocrisie de ces gens qui sont soit censés se préoccuper du sort des travailleurs les plus modestes, mais qui, là, préfèrent se moquer d'eux. Oui, Et c'était un rappel à une polémique qu'il y avait eu sur X où vous disiez que vous obligiez vos collaborateurs à prendre les escaliers avec vous plutôt qu'à prendre l'ascenseur pour aller jusqu'au bureau. Et ça avait ouais, vu une polémique où certains députés vous étaient tombés dessus en vous disant d'où vous vous permettez d'obliger vos collaborateurs à prendre les escaliers et pas l'ascenseur. Et du coup, bon, là, ouais, ils ont fait le retour sur le sujet. Oui. ouais, c'était une polémique assez drôle où on a vu finalement que l'ascenseur était de gauche et l'escalier était de droite. Mais effectivement, moi je vous avoue, hein, quand on est député à Paris, on a quand même un style de vie qui est assez, qui est pas très sain. On est assez sédentaire, on mange trop, on boit trop. Enfin, en tout cas, on est exposé à beaucoup de nourriture pas saine. On ne fait pas beaucoup d'exercice. Donc moi, je vais pas au gym, je vais pas au club de sport, etc. Par contre, j'ai une discipline, notamment, que ce soit à Paris ou chez moi en général, hein, à Madrid, c'est je ne prends jamais les ascenseurs. À partir du moment où je fais moins de 6 étages, je prends l'escalier. Et là, à Paris, effectivement, je dis toujours à mon collaborateur, parce que c'est mon Oui, collaborateur mais oui, c'est parisien, vrai. il est jeune, il est en bonne santé, il va à la salle de sport tous les jours. Et à chaque fois qu'on arrive ensemble dans nos bureaux, qu'on est au 5e étage, et que je le vois partir vers l'ascenseur, je dis non, non, moi je prends l'escalier, viens avec moi, accompagne-moi dans l'escalier. Donc c'est un peu un petit jeu qu'on a, lui et moi. Et il fait semblant de râler, mais en fait, c'est très bon de prendre l'escalier. Après, on est essoufflé en haut, mais c'est bien, on a fait du sport. Alors, Bref, certains donc vous voilà. diraient que l'ascenseur, c'est écolo aussi. Parce que ça, c'est pas électrique, du coup. Non, les escaliers, pardon, les escaliers. Bah ouais, mais justement, moi aussi, je pensais que c'était écolo, mais là, maintenant, je me rends compte que non, c'est l'ascenseur qui est de gauche et qui est écolo, en fait. Je découvre des choses. Et du coup, il y a Stefan qui réagit parce que Stefan est donc un Français de l'étranger, lui, mais en Irlande. Est-ce que votre situation, elle n'est pas aussi le symbole d'une difficulté que peuvent avoir les Français de l'étranger dans leur démarche administrative du quotidien? C'est un parcours du combattant pour avoir un rendez-vous au consulat ou pour un passeport. France Connect ne marche jamais, sans parler de l'incompréhension des interlocuteurs privés ou publics quand on mentionne que l'on vit à l'étranger. Qu'est-ce que vous auriez à répondre aux Français de l'étranger qui se sentent aussi un peu délaissés de Évidemment, ce point de vue-là? évidemment, mais ce qui m'arrive, c'est un symbole de ce qui arrive à tous les Français de l'étranger qui veulent ouvrir un compte bancaire en France. En fait, il faut bien voir que moi, je suis le seul député qui continue à vivre à l'étranger. Hein. Le seul député de tous les 577 qui vit à l'étranger. Moi, là, je suis à Madrid en ce moment. Devant moi, c'est Madrid. Là, si, vous n'allez pas voir, mais je vous montre quand même. Euh, c'est pas le stade, hein, mais j'habite dans un quartier assez boisé, mais je vis à Madrid, d'accord. Et je continue à vivre à Madrid. Quand j'étais député, je venais à Paris chaque semaine, d'accord. Je suis résident fiscal en Espagne. Je suis resté résident fiscal en Espagne. Moi, j'ai jamais été résident fiscal en France, en fait. J'ai jamais travaillé en France. Euh, et du coup, quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale la première fois, j'étais député, on m'a dit il faut que vous nous donniez des comptes sur lesquels on va vous payer votre indemnité et vos frais pour les collaborateurs et vos frais de mandat. Je dis bah ouais, ok, je vous donne les coordonnées de mes comptes en Espagne. Ah non, 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 il faut des comptes en France. J'ai pas de banque en France. Ok, bah écoutez, on a une banque dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, c'est la Banque Postale. Ils ont une agence spéciale pour les députés, donc allez les voir, ils vont vous faire ça. Et effectivement, ils m'ont ouvert mes comptes et depuis, la Banque Postale est devenue ma banque en France. Et c'est pour ça que je leur faisais un peu confiance quand même. Mais effectivement, quand on est français de l'étranger et qu'on veut faire des démarches administratives ou bancaires en France, c'est parfois très compliqué. Et d'ailleurs, moi, mes collaborateurs, 70% du temps de mon équipe est dédié au fait d'aider les Français de la circonscription qui ont des problèmes avec l'administration française. Des retraités à qui on a coupé les retraites, des personnes qui ont des problèmes avec la Sécu, des gens qui n'arrivent pas à faire reconnaître leur période de cotisation retraite en France, etc., etc. Les impôts. Bon,
moi, quand on me disait ah mais vous êtes nul, pourquoi vous êtes à la banque postale, pourquoi vous n'avez pas ouvert un compte ailleurs pendant la campagne, vous auriez pu prévoir. Alors déjà, on ne pouvait pas prévoir, c'était pas une campagne qui était prévue. Et deuxièmement, si je m'étais dit bah la banque postale, en fait, ils sont un peu nuls, je vais aller chercher une autre banque pour aller ouvrir un compte de campagne. Ok. Si j'étais allé voir, disons, la Société Générale, et je leur aurais dit, OK, ouvrez-moi un compte de campagne, s'il vous plaît. Ils m'auraient dit, OK, mais vous êtes qui? Je suis un député. Oula, personne exposée politiquement. Enfin bon, c'est pas grave, on va examiner votre dossier. Donnez-moi vos derniers avis d'imposition en France et votre justificatif de domicile en France. Ah ben non, moi je suis résident à l'étranger. Comment ça? Vous êtes résident à l'étranger, donc vous êtes personnalité exposée politiquement et vous voulez qu'on vous ouvre un compte bancaire en 3 jours? Mais vous êtes fou, ça va nous prendre 3 mois. C'est ce qu'on m'aurait dit, d'accord? Donc je n'avais pas le choix. Il fallait que je le fasse avec la banque postale. Mais effectivement, ce qui m'arrive, c'est extrêmement symbolique des difficultés qu'ont les Français de l'étranger avec l'administration française. D'accord. Et d'ailleurs, ça rebondissait avec une autre question toujours de Siofan, parce que tout à l'heure, vous parliez du mailing dans les frais de campagne. Ne vous trouvez-vous pas dangereux que les consulats aient le droit de fournir aux partis politiques les infos personnelles des citoyens français vivant à l'étranger dans le but de les contacter, comme quoi ce serait contraire au CNIL et que ça met les Français de l'étranger dans un régime d'exception, sachant que les professions de foi sont dématérialisées, que les taux de vote sont en constante augmentation avec les votes électroniques et que ça n'aurait aucun sens selon lui, comme quoi ce serait donc dangereux de donner des informations personnelles des citoyens à des partis comme, imaginons demain le Parti de la France s'il voulait avoir un candidat dans une circo de l'étranger. La problématique du mailing et de l'accès aux données personnelles de chaque Français de l'étranger. À l'évidence, c'est le consulat, hein, c'est le ministère des Affaires étrangères qui met à disposition des candidats le fichier de mailing des adresses des électeurs. Par contre, ces adresses, elles sont collectées au moment de l'inscription des Français à l'étranger sur la liste consulaire. Ils sont inscrits au registre consulaire, donc ils s'inscrivent auprès du consulat. Et à un moment de leur inscription, on leur demande leurs données de courrier électronique et on leur dit est-ce que vous voulez bien céder cette information aux partis politiques et aux candidats aux éventuelles élections, oui ou non? Les gens qui disent oui, eh bien, le consulat nous cède leurs données, avec une stricte condition qui est qu'on ne peut pas en faire un usage commercial et que ça doit uniquement avoir un usage politique et raisonnable. Et c'est vrai que les taux de participation augmentent à l'étranger, mais aussi parce qu'on arrive à parler à nos électeurs de cette manière-là. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour parler à nos électeurs? Moi, j'ai 100 000 électeurs, 120 000 électeurs dans 4 pays différents. Si je sors dans la rue aujourd'hui et je vais marcher une demi-heure, je ne vais pas croiser un seul Français. Hein. Si je vais au marché, c'est demain matin le marché de mon quartier. Si je vais au marché, je vais peut-être croiser 3 Français. Mais je ne saurais pas qu'ils sont Français. Je ne vais pas pouvoir aller les voir en disant, bon, vous savez, on a les élections dans 3 mois, il va falloir voter. Donc, effectivement, il faut choisir. Soit on donne aux Français de l'étranger une représentation parlementaire à l'Assemblée nationale, on leur donne le droit de vote pour ça. Et dans ce cas-là, il faut leur permettre de faire ses choix et de savoir qui se présente, qui sont ces candidats et éclairer leur choix démocratique. Soit on ne le fait pas, on les considère comme des citoyens de seconde zone, on leur dit maintenant vous votez pour les candidats d'une circo de Paris et puis vous arrêtez de nous emmerder. Et effectivement, là, il n'y aura pas besoin de leur envoyer des mailings, mais en l'occurrence, quand on est député des Français de l'étranger, moi je suis comme mon collègue, mon voisin qui est député de Brest, moi, je suis en relation constante avec mes Français d'Espagne et du Portugal, grâce notamment aux mails, mais aussi aux réseaux sociaux. Et vous pouvez comprendre cette inquiétude que peuvent avoir certains de se dire bon, maintenant, il y a des partis comme le Parti de la France qui posent des candidats. Moi, je pensais, quand je donnais mon accord, c'était pas forcément pour que des partis qui peuvent être comme ça puissent me contacter. Ça me pose problème. Vous pouvez comprendre un peu ce sentiment que peuvent avoir certains? Oui, je comprends. Dans ce cas-là, il faut retirer le consentement s'ils ont peur de certains partis. Je ne vois pas pourquoi ils devraient avoir peur. Hein. Mais s'ils ont peur de certains partis, il faut retirer le consentement. Ils continueront à recevoir l'information du consulat, mais leur information, leurs données de courrier électronique ne sera plus cédée aux partis politiques. Et donc, dans ce cas-là, ils seront à l'abri et ils continueront. Par contre, ils recevront l'information électorale et notamment les professions de à travers le biais du consulat, mais ils n'auront pas de relation directe avec les candidats ou avec les partis politiques. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un qui me faisait rappeler que vous aviez cité l'Espagne et le Portugal tout à l'heure comme pays de votre circo, mais il ne faut pas oublier Andorre et Monaco qui représentent quasiment autant que le Portugal en nombre de Français. J'ai peut-être quelqu'un d'Andorre ou de Monaco qui était là dans le chat pour vous le signaler. Voilà.
Non, ouais, alors, pour simplifier, effectivement, aujourd'hui, j'ai dit Espagne et Portugal, mais bien sûr, il y a Andorre et Monaco. Et j'y suis pas régulièrement parce que c'est pas si simple et il faut mesurer un peu les efforts. Mais écoutez, j'ai 80 000 électeurs en Espagne, 30 000 au Portugal, 6 000 à Monaco et 3 000 à Andorre. Donc, entre Andorre et le Portugal, c'est du simple, Oui. c'est de 1 à 10 le rapport. D'accord? Mais effectivement, Andorre, c'est un pays où il y a beaucoup de Français. Euh, il y a beaucoup de Français qui sont installés là-bas et qui y vivent, qui entreprennent. Donc, c'est un pays qui est important. D'ailleurs, le président de la République va aller à Andorre sans doute à l'automne pour une visite d'État. D'accord. Et du coup, là, pour revenir du coup sur le sujet de l'inéligibilité, bon, vous avez vu deux autres de vos collègues députés, vos collègues dans le sens strict du... Vous étiez député, pas Oui, oui. forcément collègue. Vous avez sûrement entendu Madame Barège, députée UDR, qui dit que pour elle, c'était une décision politique, mais que vous, d'une certaine façon, vous méritiez votre inéligibilité. Qu'est-ce que vous auriez à lui dire, notamment sur les raisons de son inéligibilité à elle? Écoutez, franchement, Madame Barège, je ne la connaissais pas, je l'ai croisée dans la salle d'attente du Conseil constitutionnel. Elle était plutôt sympa. Hein. Je lui ai fait des photos avec son avocat au Conseil constitutionnel. Puis après, j'ai entendu ses déclarations. Clairement, elle n'a pas lu, elle ne sait pas. Elle connaît pas mon dossier. Par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'adresse à son électorat, elle s'adresse à son audience. Elle dit, moi, je suis honnête, les autres, c'est des pourris. D'accord? Mais elle ne sait pas du tout ce qu'il y a dans mon dossier. Si vous lui posez-lui une question précise. Et moi, je vous avoue, je ne sais pas ce qu'il y a dans le sien. Je m'en fous un peu, en fait. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je pense que la justice a fait un bon travail avec elle. Si c'est pas le cas, bah, elle aura sûrement des bons arguments, mais qu'elle vienne pas vous dire moi, je suis gentil, Stéphane Vogetta est méchant, est un fraudeur, parce qu'elle ne connaît pas mon dossier. Ou alors demandez-lui le nom de ma banque. Demandez-lui la date à laquelle ma banque a ouvert mon compte, demandez-lui le pourcentage de dépassement, demandez-lui qui a financé ma campagne, à savoir moi. Bref. Donc voilà, je n'ai pas plus de commentaires à ça et son dossier, je ne le connais pas. Je m'en fous un peu, honnêtement. Et du coup, pour revenir un peu sur votre parcours politique, là, on a vu qu'il y avait potentiellement la loi donc de la porte Vogetta Vogetta de la porte, je me rappelle plus dans quel ordre c'est, de la porte Vogetta, qui devait y avoir peut-être des apports après la commission de TikTok. La fameuse commission de TikTok Oui. qui avait fait énormément de bruit. Qu'est-ce que ça aurait été vos actions pour le reste de votre mandat sur cette loi influx voleur un petit peu? Qu'est-ce que vous auriez Alors, voulu ce qui est dingue, ajouter? non, mais ce qui est dingue, c'est qu'avec Arthur Delaporte, on avait été. Effectivement, hein, on a eu un deal au début, quand on s'est dit on va faire la première loi ensemble. Je lui ai dit en plus, une partie du deal, et on n'a même pas besoin de le dealer. C'est déjà dealé par l'ordre alphabétique. Ça sera la loi Delaporte-Vogetta et pas Vogetta-Delaporte, puisque c'est l'ordre alphabétique qui prime. Non, ce qui se passe, c'est c'est une semaine exactement avant l'annonce de mon inéligibilité. On a été nommé en mission par le gouvernement, ce qui est assez rare, pour continuer la régulation des réseaux sociaux et faire une deuxième loi influenceur qui aille plus loin sur la régulation de la publicité à travers les influenceurs ou autour des influenceurs. Par exemple, la publicité interstitielle sur YouTube ou la régulation le filtrage des publicités en fonction de la vérification d'âge par les plateformes, ce genre de choses. Mais on serait allé plus loin sur d'autres sujets, notamment, par exemple, sur OnlyFans. Il y a des problèmes avec OnlyFans ou Mime, avec un business qui se crée autour des agents OnlyFans, qui est un business qui est clairement problématique, avec une emprise ou l'exploitation de personnes, de modèles qui sont en général des femmes, par des gens qui sont en général des hommes et qui ne se portent pas toujours très bien. Donc, on aurait travaillé là-dessus. On voulait travailler aussi éventuellement sur le temps d'écran pour les mineurs, pour les très jeunes enfants, en dessous de 6 ans. On aurait mis quelque chose aussi là-dedans. Et puis, on voulait aussi travailler sur peut-être une sorte de soutien à certains influenceurs. Nous, on parle souvent des mauvais influenceurs, les influx-voleurs, ok. Mais il y a aussi de bons influenceurs qui sont ceux qui font de la vulgarisation scientifique, qui font de l'information de qualité et qui deviennent de plus en plus les premières sources d'information de la jeunesse. Et on se dit, ces gens-là, il faut les soutenir. Enfin, je vois pas pourquoi la France soutiendrait, donc le contribuable français soutient l'Humanité ou le Figaro, mais soutiendrait pas Hugo Décrypte s'il fait un meilleur boulot que l'Humanité et s'il est écouté par plus de gens ou lu par plus de gens. Donc, on allait réfléchir là-dessus aussi avec le CNC, le ministère de la Culture, pour comprendre d'une certaine manière comment on pouvait aider
ou soutenir une bonne influence à la française. J'ai Et tout ça, de mon quelqu'un point de vue, dans le chat qui me dit bon, du coup, c'est quand que vous serez aux chaînes de Twitch de vulgarisation politique? non, mais sérieusement, ouais, il faut en parler, effectivement. Moi, si vous avez besoin, vous, par exemple, la vulgarisation politique, c'est important. C'est important parce que sinon, on laisse simplement donc, au compte TikTok de l'un ou de l'autre, de Bardella ou de Léaumont, ou de Louis Boyard, la vulgarisation politique. Non, c'est bien qu'il y ait des personnes un peu plus neutres, qui prennent un peu plus de recul, qui puissent éduquer une population à quelque chose de différent. Et si vous, du coup, pour avoir cette activité, vous avez des besoins financiers pour allumer la lumière derrière vous, pour vous payer votre matériel, éventuellement pour gérer vos employés, vous avez deux recours derrière. Vous faites de la pub, de la promotion. Donc, mais qui va payer cette pub? Est-ce que vous allez du coup être sous l'emprise de certains annonceurs qui peuvent parfois être, comme on l'a vu en Roumanie, des annonceurs ou des gens qui payent des influenceurs avec une visée politique en tête? Ou alors, est-ce que vous préférez être éventuellement soutenu d'une certaine manière par une subvention de l'État ou notamment un recyclage de la taxe Google? C'est pas idiot. On peut se poser la question quand même. Moi, je pense que la question mérite d'être posée. Je ne sais pas si elle va l'être finalement, puisque notre travail est quand même vachement interrompu là, et que Arthur Delaporte, du coup, n'a plus de nouvelles du gouvernement, ce qui est embêtant, parce qu'un mois plus tard, il aurait déjà dû largement commencer, on aurait largement dû commencer nos travaux. Là, on devrait être en train de travailler à Paris, et on ne travaille pas. D'ailleurs, ça m'emmerde. Arthur C'est ce qui m'énerve. Delaporte, oui. Non, c'est ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c'est de voir mes travaux interrompus. Okay, parce que moi, mon petit soutien personnel, bon, effectivement, ça m'énerve d'avoir été condamné à quelque chose qu'à mon sens, je ne méritais pas. Mais bon, c'est pas si grave. Par contre, les travaux que j'avais engagés sur la transparence des retraites et des comptes publics, sur le combat pour une meilleure, plus d'équité entre les générations et sur une meilleure régulation de l'influence, pour moi, c'est des combats importants. Et là, ils ont pris un coup dans l'aile. Ils sont interrompus. Et du coup, je voulais souligner d'ailleurs Arthur Delaporte, bon, un de vos opposants politiques, qui quand même a été un des rares soutiens hors du côté de votre majorité par rapport au retrait de votre mandat. Faut aussi le souligner. Oui, d'ailleurs, oui, ça avait surpris. Il s'était pris une tollée sur X de gens pro-NFP à ce sujet. Oui, mais Arthur, c'est plus qu'un collègue. C'est pas un opposant, Arthur, c'est un ami. On travaille ensemble. On n'est pas d'accord sur beaucoup de choses. Par exemple, sur les retraites, on aura du mal à se mettre d'accord. Par contre, il y a certaines choses sur lesquelles on est d'accord et on arrive très bien à travailler ensemble. On a appris à travailler ensemble, on apprécie de travailler ensemble et on sait très bien que nos différences amènent quelque chose au travail qu'on fait ensemble. Effectivement, lui, tout ce qu'il a dit, il n'a pas dit je remets en cause le jugement du Conseil constitutionnel. Il a simplement dit j'ai vu le jugement, je l'accepte évidemment, mais je tiens à affirmer que je crois en la probité et en l'honnêteté de Stéphane Vojetta. Et pour avoir osé dire ça, il s'est effectivement insulté par beaucoup d'insoumis et de collègues du NFP, par même certains de ses collègues socialistes. Moi, je lui dis merci et je lui dis que c'était assez courageux de le faire. Donc voilà, je lui dis merci pour ça. Et petite question, là, pendant la commission d'enquête TikTok, il y a eu des profils très particuliers qui sont intervenus. C'est lequel qui vous a le plus marqué parmi toutes les auditions? Tout le monde se rappelle beaucoup du mec, Alexis Chance, celui qui a raccroché. C'était un peu ridicule. Mais moi, j'étais assez impressionné par comment il s'appelle? Merde, le type qui est sur OnlyFans, là. Vous avez reçu Adé Laurent qui a fait beaucoup de bruit? Voilà, Adé Laurent, qui était très bien préparé, qui est très intelligent, qui avait des bonnes réponses et qui avait une bonne ligne de défense sur laquelle, effectivement, il était difficilement pris en défaut. Bon, il y a certaines choses qu'il a dites qui n'étaient pas réelles, qui n'étaient pas correctes, notamment sur les agents influenceurs et sur lesquels on aurait pu faire un suivi. On l'a pas fait, je le ferai pas. Moi, je peux pas le faire. Je peux pas déposer un article 40 ou l'obliger à redéclarer puisque je ne suis plus député. Mais je l'aurais volontiers obligé à redéclarer parce qu'il y a certaines choses qu'il a dites qui étaient intelligentes et qui étaient de bons arguments, de bons contre-arguments qui nourrissent notre réflexion parce que ces contre-arguments, ils existent, mais en même temps, ils nous empêchent d'avancer sur la protection des mineurs. Ça démontre bien qu'il faut changer la loi. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles il n'a pas sorti des arguments, il a sorti des mensonges. Et là, il aurait fallu qu'on
qu'on le reprenne là-dessus, qu'on le reconvoque. Et je ne sais pas si du coup la commission va avoir le temps de le faire maintenant. Et vous avez cité Alexis Chance, il va lui arriver quoi suite au suivi? Suite au fait qu'il ait quitté la commission en plein milieu, il a raccroché en plein milieu de l'audition, est-ce qu'il y a des suites là qui vont avoir lieu? Oui, bah, il avait dit qu'il avait été conseillé par son avocate qui lui avait dit qu'il n'était pas obligé d'assister, mais en fait, oui, il était obligé. Bah oui. Et il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Donc, la commission, si elle le souhaite, pourrait le poursuivre en justice. Je ne sais pas s'ils vont le faire ou pas. Moi, je pensais, ils auraient dû lui donner une deuxième chance de se reconnecter, le reconvoquer un autre jour, et éventuellement physiquement à Paris. Mais alors, est-ce qu'ils vont le poursuivre en justice? Bon, je ne sais pas. Ça, il faut poser la question à Arthur Delaporte et à Miller. Et est-ce que vous avez vu peut-être récemment, bon, toujours sur les réseaux, X, une des évolutions des règles de X qui vient d'avoir lieu récemment et qui va dans le sens de vos propositions, avec là, récemment, du coup, l'interdiction du contenu pour adultes sur la plateforme depuis quelques jours apparemment. Ça va dans votre sens, ce genre de décision? Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, ça va dans notre sens. Nous, ce qu'on dit, c'est que, et moi je l'ai dit d'ailleurs, hein, moi je suis totalement pour la liberté de tout le monde, de tous les adultes, de passer 24 heures sur 24 devant YouPorn ou devant du porno s'ils veulent. À partir du moment où on est adulte et qu'on s'entend, on fait ce qu'on veut. On peut voir du porno, on peut tourner du porno, chacun son truc. Par contre, les mineurs, et en particulier les plus jeunes, des garçons et des filles de 10, 11 ans, parfois de 9 ans, bah, désolé, ils n'ont pas à être exposés à du porno. Et ce qui est interdit en France, c'est pas effectivement le porno. Ce qui est interdit, c'est de montrer du porno à des mineurs. D'accord? Donc, dans la manière actuelle de fonctionner, X, qui ne faisait aucune vérification d'âge d'aucune sorte, grosso modo, ben, laissait du porno à libre disposition de tout le monde, et notamment des mineurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que simplement les plateformes mettent en place des systèmes, des mécanismes et des technologies non intrusives et qui maintiennent, qui préservent l'anonymat des utilisateurs, mais qui leur permettent de vérifier une bonne fois pour toutes qu'ils ont plus de 18 ans. Une fois qu'il est vérifié qu'ils ont plus de 18 ans, sans aucune transmission de leur identité à la plateforme, et ben dans ce cas-là, ils peuvent passer H24 sur YouPorn s'ils veulent. Par contre, si telle plateforme sur laquelle il y a du porno ne veut pas mettre en place de mécanisme de vérification d'âge pour une raison ou pour une autre, ben dans ce cas-là, ben je préfère que cette plateforme enlève les contenus qui pourraient être des contenus nuisibles à une audience mineure. Parce que c'est vrai qu'il faut souligner que des fois, X, on pouvait chercher un mot pour voir dans le fil de l'actualité ce qui sortait et combien de streamers se sont fait avoir en cliquant sur un mot dans les top tweets et en scrollant un peu, tomber sur une image à caractère pornographique ou contenu pour adultes en plein live à se faire avoir alors qu'il y a des centaines de personnes qui regardent. Combien de fois ça nous est arrivé? Moi, pour le coup, ça m'est arrivé une ou deux fois sans que, en plus, sans avoir autorisé, hein, mais on se sent très con pour le coup. Vraiment. Moi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux et effectivement, je tombe sur Twitter, je tombais très, très régulièrement sur des bots qui diffusaient du porno, effectivement. Des bots ou pas des bots, hein, mais souvent des bots. Donc voilà, donc si moi je tombe dessus, ben, un gamin de 12 ans qui est sur Twitter, qui ne devrait pas y être, d'ailleurs, il n'a pas le droit en principe, mais peut y être et peut voir des contenus qui peuvent le choquer, ouais, effectivement. Et du coup, là, bon, on arrive sur la fin de l'interview. Comment vous voyez votre avenir politique après cette année d'inéligibilité? Là, vous êtes porté parrain de Nathalie Cogia, donc, qui était votre suppléante, qui est donc la candidate que vous soutenez, vous, ainsi que Renaissance, du coup, de ce que j'ai cru voir pour la législative partielle dans la 5e circo d'étrangers. Quel avenir pour vous en politique? Est-ce qu'il y en a un déjà? Bah oui, enfin moi je pense pour l'instant, enfin clairement, tout le monde n'est pas fan de mon travail et de ma manière de faire les choses, mais moi je renonce pas. Effectivement, moi j'ai bien vu, j'ai des difficultés depuis que j'ai commencé à être en politique et on me met des bâtons dans les roues. Alors là, bon, oui, effectivement, j'ai pas pu respecter certaines règles du code électoral, donc d'une certaine manière, c'est moi et la banque postale qui m'ont mis des bâtons dans les roues, mais Valls avant et d'autres moments, on me met des bâtons dans les roues. Mais moi, je pense que les bâtons dans les roues, on me les met aussi parce que je fais une différence. J'arrive à faire bouger les choses sur certains sujets. Et des sujets qui, pour moi, sont importants et qui ne sont pas forcément très marqués idéologiquement. Je ne suis pas sur des sujets macronistes ou mélenchonistes ou le pénistes.
moi, je suis sur des sujets qui je pense, sont importants pour la communauté française, de l'étranger, mais aussi pour toute la France. La protection des mineurs face au réseau, face aux écrans, la sincérité des comptes publics, l'équité du traitement entre les générations, entre les actifs et les retraités. Et je pense que tout ça, ben, je suis un de ceux qui défendent bien ces sujets, qui font bouger les choses. Et donc, je veux continuer sur cette lancée-là. Et donc, je ne renonce pas. Je reviendrai en 2027 en tant que député, j'espère. Mais d'ici là, je vais continuer à être actif, à participer au débat public sur les réseaux. Éventuellement, on verra si je peux travailler aux côtés de ma suppléante qui sera désormais, je l'espère, députée. On va tout faire pour la faire élire, pour qu'elle puisse prendre le relais à l'Assemblée. Mais en tout cas, je vais continuer au minimum jusque mai 2027. Et en mai 2027, je me présenterai à nouveau à ces élections. Et si cette fois-ci, les électeurs décident de me virer, bah, très bien. Là, j'accepterai et j'arrêterai. Mais pour moi, c'est les électeurs qui ont choisi que je sois député et c'est les électeurs qui doivent décider que je ne le sois plus. D'accord. Ce n'est pas une décision de justice, surtout celle-là, qui va mettre fin à mon engagement politique. Ça sera seulement une fois que mes électeurs m'ont dit arrête. Oui, parce que du coup, vous ne pouvez pas non plus, je crois, j'ai pas les dates en tête, vous présenter non plus aux élections consulaires de l'année prochaine. Il me semble que c'est l'année prochaine, non. Mais c'est pas dans la période d'un an en plus, voilà. Voilà, ni au municipal en France, par exemple. Oui. Non, c'est effectivement tout ce qui se passe d'ici au 11 juillet prochain, je ne peux pas m'y présenter. Donc, s'il y a au printemps une dissolution, je ne pourrai pas non plus me présenter à ces élections. D'accord. Bah écoutez, Monsieur Vogetta, je vous remercie en tout cas de toutes vos réponses. J'espère que vous avez trouvé l'échange pertinent. Oui, je vous souhaite une bonne semaine, bonne continuation et tenez-nous informés. Ça sera avec plaisir qu'on vous recevra pour suivre ce qui se passe avec cette affaire avec la Banque Postale notamment. Merci beaucoup à vous, c'est très intéressant. Dites bonjour de ma part à Madame Barège alors. Ça sera fait, ça sera passé. Passez une bonne semaine, au revoir. Bonne journée.